Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Depuis le point de vue qui est le mien, on est non seulement très heureux, mais également un peu intimidé de vous voir si nombreux, d'autant qu'on sait qu'une partie de ceux qui auraient voulu venir n'ont pas pu être présents ce soir, pour une soirée qu'on a organisée évidemment avec l'Institut du monde arabe. Quand je dis on, c'est la maison Elsa Triolet Aragon, puisqu'il se trouve que Aragon a été évidemment parisien, mais il a été aussi un habitant de la Seine-et-Oise, ou comme on dit maintenant des Yvelines, puisqu'ils ont tous les deux, avec Elsa Triolet, habité Saint-Arnoux en Yvelines, où ils sont enterrés aujourd'hui. Et la maison qu'ils ont habitée, à Saint-Arnoux en Yvelines, est devenue un établissement qui se visite et qui organise des expositions. D'ailleurs, avec la présence aussi d'une artiste, Sarah Fratini, qui expose en ce moment chez nous, à la maison Elsa Triolet à Aragon. Et donc cette soirée que nous allons vivre ensemble est une soirée que nous avons pensée ensemble avec l'Institut du monde arabe d'une part, qui nous accueille dans cette magnifique salle du Haut Conseil, et la maison Elsa Triolet à Aragon de l'autre, donc maison qui est installée à Saint-Arnoux en Yvelines. Et donc ce soir, on a voulu vous proposer, avec l'Institut du monde arabe, quelque chose qui peut-être a visiblement suscité un peu de curiosité, puisque j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de réservations, beaucoup peut-être de surprises. Aragon, l'Algérie et le monde arabe. Pourquoi ? Parce qu'on a saisi l'occasion, le prétexte en quelque sorte, de divers anniversaires. On sortait à peine du 40e anniversaire de la mort d'Aragon, 1982. On sortait à peine de l'anniversaire, du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, et nous entrions dans le 60e anniversaire de la parution du Fou d'Elsa, une œuvre que vous connaissez toutes et tous de nom, une œuvre que vous connaissez peut-être par un certain nombre de ses poèmes qui ont été mis en chanson, et une œuvre que vous allez peut-être découvrir ce soir, telle que vous ne l'imaginez pas vraiment, parce qu'elle a un rapport direct et étroit avec ce qui nous occupe, c'est-à-dire Aragon, l'Algérie et le monde arabe. Alors on a la chance d'avoir ce soir deux artistes magnifiques qu'on est très heureux de découvrir et qui créent quelque chose pour nous ce soir en mots et en musique. Donc Léon Bonafé et Mohanad Al-Jaramani, ici, qui sont ici présents. Peut-être qu'on peut les applaudir d'avance. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On est très heureux du temps et de l'énergie qu'ils ont mise dans la création de ce qu'on va découvrir ensemble. Et puis, donc, cette soirée va être un dialogue entre eux et nous. On est sur deux scènes différentes, mais on va le faire. Avec donc 4 intervenants qui connaissent très bien Aragon avec des regards différents. D'une part, je vais commencer dans l'ordre chronologique de la soirée. Olivier Barbaran, donc, qui est inspecteur général de lettres et qui est poète critique et qui a dirigé l'édition des œuvres poétiques complètes dans l'édition de la Pléiade d'Aragon, donc Olivier Barbaran. Alain Ruscio, qui est un historien, qui vient de publier Aragon et la question coloniale, donc à ce petit ouvrage justement aux éditions Manifeste consacré à cette question qui nous rassemble, Aragon et la question coloniale. Dominique Massonneau, qui est professeur des universités en littérature et qui a collaboré aux différentes éditions d'Aragon dans la Pléiade, notamment la prochaine qui sortira en 2024 autour des œuvres qui ne sont pas les œuvres ni romanesques ni poétiques. Et enfin Pierre Juquin, on est enregistré, donc je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même, le meilleur, on peut le dire quand même, biographe d'Aragon, donc Pierre Juquin, qui est ici. Voilà, cette présentation étant faite, je me tais et je donne la parole aux artistes en remerciant beaucoup toutes les équipes de l'Institut du monde arabe qui nous accueillent vraiment avec beaucoup de voilà, rien à dire. Ouais. Est-ce qu'on est bon sur le micro ? C'est bon, bonsoir. Nous commençons avec le poème Mars à Vincennes, persécuté, persécuteur. Au service de l'aéronautique, à Chalais-Meudon, vous n'avez qu'à demander le capitaine. Si je le connais, pensez donc. Arrivé au moment de l'apéritif, on a beau faire, tout se règle dans un verre. Je veux à tout prix créer un service de l'armée pour notre entreprise. On vient d'interdire l'affaire Dreyfus au théâtre de l'Ambigu et l'exposition coloniale. Il pleut sur l'exposition coloniale.
Ces messieurs ne trouvent rien d'étrange à leurs paroles. En Allemagne, on a brûlé sur les places publiques un manuel d'histoire l'autre jour. Et voilà plusieurs années que je n'arrive pas à me faire à l'idée de cette cérémonie de purification qui a eu lieu sur le tombeau du soldat inconnu, place de l'Étoile, après les troubles sacco-vanzétiques. Les troubles, expression merveilleuse, comme les armures des chevaliers armoricains, quand Arthur délivrait à chaque pas des reines. Chevelure, forêt, et vous, allure folle des lutins dansant sur les mares. Les troubles. Le monde a besoin de troubles. Regardez comme le monde range sans précipitation ses billets de banque dans son portefeuille. Ô vent, vent frénétique du Moyen-Âge, trouble qui s'élève des profondeurs de poignard de la nuit. Et l'exposition coloniale. Nous sommes toujours au temps des lépreux précédés de cliquettes. Nous sommes toujours au temps de l'hérésie albigeoise. On roue encore en grève. Et le vendredi saint, les athées à leurs portes doivent griller des harengs pour masquer l'odeur des viandes qui trahit la démonialité poursuivie. Au mur du Louvre sont cloués les cœurs des gentilshommes qui levèrent les yeux vers des majestés dont la bouche était une églantine. On vient d'ouvrir un Paris mutuel urbain. Paris regarde passer les processionnaires, la Ligue, les aveugles avec leurs cannes couleur des roses blanches, les pénitents, les rois fainéants, les Sénégalais, l'automobile du roi du caoutchouc, l'exposition coloniale. L'anneau dans le nez de la religion catholique, les hosties de la défense nationale, fétiche, fétiche. On te brûle si tu fais la nique à des hommes couverts de sabres et dorures et l'outrage aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. L'anneau dans le nez de la Troisième République. L'enfantement obligatoire. Il faut des soldats à la patrie. L'exposition coloniale. Palme, pâle le matin sur les îles heureuses, palme pâle, paume des femmes de couleur, palme huile qui calmiait les mers sur les pas d'une corvette, charme des spoliations lointaines dans un décor édénique, de nouvelles Indes pour la perversité du percepteur. Et le missionnaire cultive une sion de cannes à sucre, tandis que le nègre Diagne, élevé pour la perspective à la dignité ministérielle, administre admirablement massacrés et massacreurs, sous l'égide du coq tricolore. Ô Venise, Othello, la nuit n'est plus noire aujourd'hui, malgré les illuminations modernes. Les bourreaux chamarrés parlent du ciel inaugural, de la grandeur de la France et des troupeaux d'éléphants, des navires des pénitentiaires, des pousse-pousse, du riz où chante l'eau, des travailleurs au teint d'or, des avantages réservés aux engagés volontaires de l'infanterie de marine, du paysage idéal de la baie d'Along, de la loyauté de l'indigénat chandernagorique. Soleil,
Soleil d'au-delà des mers, tu angélises la barbe excrémentielle des gouverneurs. Soleil de corail et d'ébène, soleil des esclaves numérotés, soleil de nudité, soleil d'opium, soleil de flagellation, soleil du feu d'artifice en l'honneur de la prise de la Bastille au-dessus de Cayenne, un 14 juillet. Il pleut à verse sur l'exposition coloniale. Pour lever toute obscurité qui pourrait rester après ce poème, nous enchaînons avec un petit morceau pour éclairer votre lanterne, en marge du roman inachevé. Eh bien, vous l'avez ou non cette guerre? Elle dure depuis un bon moment. Le siècle XX débute avec Kruger. On tuait les bourgs pour leurs diamants. Sur terre et sur mer, la mort s'aventure, dès 1903, en d'autres climats. Corbeaux et vautours, voici Port Arthur, squales et requins, voilà Tsushima. Massacre au Maroc, entre 7 et 11, Fès ou Marrakech, Larache ou Rabat. Quand le journal valait un sou de bronze, gens de chez nous, que cherchiez-vous là-bas? 1912, un feu de péninsule, 1913 et le vent des Balkans, tourne Kazakh et tout à rebours brûle, l'honneur des pays, ça change de camp. Puis Rome, à son tour, entre dans la danse, la guerre pour elle est à Tripoli. Vous vous rappelez 14, je pense? Faut-il épeler pour vous la folie, Charleroi, la Marne et les Dardanelles, Ypres gazé, les Éparges, Verdun? Qu'importe où la nuit se fait éternelle, ou les nommer tous, ou n'en dire aucun. La mort agrandit 4 ans son domaine. Par toute l'Europe, elle tourne en rond. On a fait 4 ans de la vie humaine, la paille a bouché les failles du front. Vous croyez vraiment, Trianon, Versailles, possible un seul jour sans du sang versé? Sans corps déchirés, brisoirs aux broussailles, sillons dans la chair et cœurs traversés. Mettez sur le globe une paume ou l'autre. Où que ce soit que vous l'ayez posé, vous ramenez un sang pareil au vôtre. Partout, partout cette rouge rosée. La terre porte au long de son échine la pourpre du fouet qui cingle et châtie. Cela sent l'odeur des jonques de Chine, la sueur de sucre au dos d'Haïti. C'est le grand labour de la bête à griffes dont le pied s'aiguise en fait d'émerie à la meule ardente et sèche du Rif pour se tenir prêt à d'autres tueries. Mais là, de jouer à ce jeu tragique et de vous montrer en frappant l'écran comme un forain la lanterne magique, je pense que vous êtes assez grand pour vous souvenir de Vienne en Autriche, d'Addis Abeba, d'Hitler sur ce plan, de l'Espagne en feu, Munich où l'on triche, Prague, Tirana, reprendre au refrain. Vous n'attendez pas qu'on vous énumère les tombeaux creusés de Brest à Toulon et de la Norvège à la plaine Khmer. La diversité de ces années-là. Ils n'ont pas fini les feux d'artifice. Ce n'est pas tout de démolir Berlin. Les survivants ont vu partir leurs fils. On fait toujours de nouveaux orphelins. On a chanté, comme au chemin des dames, tu le reverras, Paname, en Corée. Et les soldats qui sont morts au Vietnam, bien entendu qu'on les a décorés. À peine un feu s'éteint qu'un feu s'embrase. C'est comme on fait après l'autre un mégot. Guerre à la guerre. Et qui dit cette phrase, pratiquement, fait la guerre à gogo. Comme il paraît, l'Algérie et la France
Le Suez est ferme après tout, c'est certain. Quitte à mourir, quelle est la différence à Chypre, au Caire ou à Romorantin? يا ما أحلى الفسحة يا عين على راس البر والقمر نور عيني 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 على موج البحر يا ما أحلى الفسحة يا عين على راس البر. Qui dit j'ai mal والقمر oublie les autres. نور عيني 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 على موج البحر. Il ne suffit pas de se taire, il faut savoir dire autre chose. يا سكن بالي اللي طال يا سكن بالي. Maudite soit la plante qui ne réjouit pas les yeux. Le poète n'a pas le droit d'ainsi demeurer sans fleurir. Il n'est pas de plaie qu'un peu de phare ne fasse bouche, de cris qu'on ne puisse infléchir. Le seul crime est la discordance. Je parle aussi pour ceux qui ne peuvent dormir. Ils ne sont pas seuls si je leur ressemble. Je parle aussi pour ceux qui ont mal à mourir. Pourquoi dites-vous que je suis un égoïste ? La vie est pleine d'échardes. Elle est pourtant la vie. Et cela fait du bien la nuit, parfois crier. Une fois de plus, entre le miroir et toi, il y a désormais ces yeux des enfants morts. Connais-tu le nom de la honte ? Essayez de faire entrer dans un vers français ce mot comme un poignard. Sakiet Sidi Youssef. Bien alors, comme promis, je vais commencer par me tourner vers Olivier Barbaran. Peut-être pour nous dire d'un mot déjà ce qu'on vient d'entendre et peut-être l'ampleur chronologique dans l'œuvre d'Aragon. Et voilà. Volontiers, c'est un bon portique parce que nous avons entendu des périodes très différentes. Je vais les reprendre dans l'ordre peut-être. Le premier poème sur lequel je reviendrai ensuite, donc Mars à Vincennes, renvoie à l'exposition coloniale qui sera inaugurée en mai 1931 et qui signe l'un des points de départ de l'engagement politique et anticolonialiste et anticolonialiste de la part d'Aragon. J'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième est un poème moins connu,
qui est écarté par Aragon lui-même, qu'on a retrouvé dans le dossier génétique du roman inachevé, donc qui est écrit en 56. Et je trouve très très intéressant parce que il est écarté par Aragon, donc il n'en est pas complètement satisfait esthétiquement. Et en même temps, jamais je n'ai vu concentrer à ce point la totalité des guerres du siècle pour dire le siècle de la barbarie. Et pour la question qui nous occupe, ce que je trouve particulièrement beau dans ce poème, donc il a jugé lui-même un peu inaccompli, alors on pourrait se demander pourquoi. Il y a peut-être des enjeux de forme, il y a peut-être des enjeux de tonalité. Hein. Il commence brutalement par, pour éclairer grossièrement votre lanterne, il y a peut-être une colère telle qu'il n'arrive pas à trouver complètement la forme. Il y a peut-être ça qui joue dedans. Mais ce qui me frappe le plus à le réentendre, c'est que justement dans cette litanie des guerres qui disent la barbarie d'un siècle, les guerres, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou qu'elles soient les guerres coloniales, sont mises sur le même plan. Et je trouve que faire rimer Vietnam et chemin des dames, par exemple, ou faire rimer Rif et Griffe, c'est quand même très fort. Et le troisième ouvre déjà plus sur la question de la guerre d'Algérie, puisque c'est un poème qui date de 1958 et qui est un poème sublime. Et merci pour l'interprétation, c'était vraiment bouleversant, enfin je trouve. C'est un très très beau poème que j'aime énormément, qui s'appelle Écharde. Et pour une fois, Aragon, qui est si bavard et si opulent d'ordinaire, travaille sur l'impossibilité de dire l'atrocité. Et l'atrocité, c'est donc ce poème si bref qui doit rentrer dans la chair, c'est cette lame de couteau et de poignard, et c'est un poème qui intervient directement au sein de la guerre d'Algérie, puisqu'il est d'abord publié, non pas dans un volume, mais d'abord dans les lettres françaises d'Aragon en 58, pour protester, et pour préciser absolument les choses, comme je suis devant des historiens, je reprends mes notes dans la Pléiade, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Donc, Sakiet Sidi Youssef, c'est un village bombardé le 8 février 58 par l'aviation française et où s'abritaient des cantonnements du FLN, mais on compta 70 morts et 80 blessés dans un village tunisien, donc qui est la frontière, parmi lesquels des femmes et des enfants. Bon. Et donc c'est l'horreur de cela qui ne parvient pas à s'inscrire, d'où cette formulation, moi qui parlais de rime extraordinaire, il n'y a pas de rime pour cela. On ne pourra pas le faire chanter. Alors peut-être que je peux revenir sur le début. Je crois que c'est très important ce soir qu'on puisse rendre compte d'une forme d'injustice de l'historiographie et même de la connaissance d'Aragon. L'engagement communiste, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, l'engagement communiste d'Aragon et son engagement politique n'est pas lié d'abord à l'URSS ou d'abord à la révolution soviétique. Il est lié d'abord à la question coloniale. Et si les surréalistes ont donc ont réagi à l'exposition coloniale qui s'est tenue pendant des mois entre Vincennes et l'Est de Paris, et qui a donné lieu à la démonstration de la puissance coloniale, mais aussi à une imbécilité épouvantable du traitement, même des cultures coloniales, ils ont réagi par un tract collectif qui s'appelait « Ne visitez pas l'exposition coloniale », qui a été rédigé sous l'impulsion et sur le titre de Breton, mais rédigé à plusieurs et signé à plusieurs, et qui est le tract surréaliste le plus diffusé, plus de 5000 exemplaires. Ce n'est pas les tracts surréalistes qu'ils mettaient dans les banquets comme cela à quelques exemplaires. C'est vraiment un moment politique. Je trouve très beau aussi qu'ils organisent une contre-exposition dont on entend, je crois, le contenu dans le poème qui nous a été donné à voir, quand, par exemple, on nous parle d'anneaux dans le nez de la République ou qu'on nous parle des fétiches. L'une des images fameuses de cette contre-exposition, qui était un geste politique assez fort, était d'exposer des figures de saints ou des santons en mettant en dessous fétiches occidentaux. Manière quand même de renvoyer, et ils n'ont pas eu un engagement qui était seulement politique, ils avaient une compréhension de ce dont on va sans doute parler beaucoup plus ultérieurement, qui est la question évidemment du respect aux autres cultures et du comparatisme culturel. Et évidemment les surréalistes en tant que, alors c'est moins le cas de Breton d'Aragon que de Breton ou d'Éluard par exemple, mais en tant que grands collectionneurs aussi de ces arts premiers, savaient la valeur de ces arts-là et n'étaient pas du tout dans le mépris de sociétés jugées barbares à qui on apporterait la civilisation. Ils avaient aussi compris cela. Et enfin, il faut remonter encore plus avant, parce que ce n'est pas seulement 31, ce n'est pas au seuil des années 30 que l'engagement se fait. Aragon dit très bien que son entrée dans le domaine politique, et c'est attesté, et c'est vrai, et l'entrée des surréalistes dans une révolution qui passe d'une révolution esthétique à une révolution politique, se fait en raison d'un autre effacement. Autant l'effacement peut-être de cette génération d'anticolonialistes est assez grande, à part les travaux dont parleront les historiens plus tard, autant je crois que l'effacement de la guerre du Rif est aussi une question, puisque je ne trouve pas, moi, que quand on est un jeune homme ou une jeune femme d'aujourd'hui, l'Algérie, c'est assez proche pour qu'on s'en souvienne, mais cette guerre coloniale-là, on ne s'en souvient pas vraiment. Alors un rappel, qui peut-être, évidemment, ne vous apprendra rien, mais rappelons-le quand même. Il y a dans le Rif
une guerre avec la puissance coloniale espagnole qui voulait étendre ses protectorats un peu plus en colonisant donc l'Est, je ne dis pas de bêtises, j'ai vraiment très peur, je suis très intimidé par la présence de vrais savants à côté de moi, l'Est du Maroc, et qui a donné lieu à une résistance et une fédération au fond des peuples berbères qui se sont coagulés et qui ont pu créer une république autonome du Rif et qui ont mis en échec et en défaut les Espagnols pendant très longtemps. Et comme ils ont mis en défaut les Espagnols pendant très longtemps, à partir de 1925, il est dit que l'armée française, qui elle-même a ses intérêts au Maroc beaucoup plus importants encore, va s'allier avec les Espagnols et il va y avoir une répression considérable de 25 à 27, terrible, très violente. Quand on se renseigne un peu plus sur cette guerre d'ailleurs, c'est tout à fait passionnant, on découvre que Lyautey est jugé un peu trop mou pour faire la vraie répression et on fait appel à quelqu'un d'un peu plus sévère qui s'appelle Philippe Pétain. Et du côté espagnol, celui qui est chargé de la répression, ils vont se connaître là-bas et tout se dessine de l'avenir du siècle, il s'appelle le général Franco. Et donc c'est Franco et Pétain qui se sont alliés pour une répression très très grave, avec par exemple le premier envoi de gaz moutarde par bombe aérienne sur des populations civiles et sur des villages. Et il va y avoir un écrasement absolu. Or il se trouve qu'en France, en 1925, seul le Parti communiste français dénonce la guerre du Rif. Tous les autres ne la dénoncent pas et appellent à une lutte contre la guerre du Rif. Et le rapprochement des surréalistes avec la revue Clarté, avec la revue Philosophie, et l'engagement politique, et finalement l'engagement au sein du Parti communiste français en 26 ou en 27, suivant la chronologie des différents surréalistes, 26 pour Éluard et 6 janvier 27 pour Aragon, sont directement liés à ça. Un mot, simplement pour le donner à entendre, Aragon le rappelle, il est devenu communiste par la question coloniale et par la question de la guerre. Et très vite, ça a été oublié. Évidemment, l'importance de l'enjeu, d'autres enjeux du siècle, font que quand il s'entretient en 1968 avec Dominique Arban, mais il l'a déjà dit dans d'autres entretiens avec Francis Crémieux en 63, tout de suite après avoir écrit Le Fou d'Elsa, la légende est déjà là et Aragon essaye de la démentir. J'aime beaucoup ce passage. Est-ce qu'il y a eu en vous une période d'hésitation envers le communisme tel qu'il se pratiquait en Russie à l'époque, on est dans les années 20, où est-ce qu'il y avait? Et Aragon dit, il ne s'agissait pas du tout de la Russie. Pas du tout, répond Dominique Arban. Il s'agissait de la France. Vous voulez qu'on en parle? Et il lui donne deux explications. Cela débute en 1925. La génération que nous sommes de gens qui avaient combattu à la Première Guerre mondiale ne supporte pas que la guerre se rallume. Et d'autre part, il y a cette question du colonialisme. Donc il y a la guerre et le fait qu'elle soit une guerre coloniale. Et il dit... Il s'était produit un autre fait qui, malgré ce que je pouvais penser de tel ou tel des membres du Parti communiste, malgré les colères que m'apportait presque quotidiennement la lecture de l'Humanité, m'a tout de même porté de ce côté. Ce fait, ce fut à nouveau une guerre, la guerre du Baroque, qui débute en avril 1925. Que mon pays ait pu, 7 ans après une guerre dont on nous avait dit qu'elle serait la dernière, faire de ses fils des assassins en portant la guerre dans un pays lointain, c'était pour moi chose intolérable, et je suis allé directement vers le seul parti qui se dressa contre cette guerre. Il y a un fil que nous avons essayé de tirer ici, dont on voit qu'il a couru tout au long de la vie d'Aragon. Le poème Écharde, c'est 1958, mais il y aura ensuite, évidemment, Le Fou d'Elsa. Il y aura, en fait, le poème Écharde dans Les Adieux d'Aragon, recueil qui paraîtra en 1982. De 25 à 1982, il y a un engagement poétique et politique. Poétique parce que c'est par les formes poétiques que peut-être se dit quelque chose de la colère, de la révolte, on sent le ton très très révolté, parfois la possibilité de dire, mais il y a aussi l'enjeu de donner une parole et un espace réel, et c'est sans doute ce à quoi il parviendra pleinement avec Le Fou d'Elsa, à quelque chose qui dirait à la fois la révolte contre le siècle, mais en même temps la possibilité peut-être d'une compréhension culturelle. Faire rimer, c'est sans doute l'un des enjeux aussi du rapport d'Aragon à la question coloniale. Faire rimer, non pas pour trouver une rime à ce qui ne peut pas en avoir, mais pour trouver une rime entre les cultures. Et je crois que ce projet-là, c'est un projet profondément aragonien. Le discours de Moscou, 28 avril 1958. Le hasard veut que
je me lève ici pour parler quelques mois après qu'un autre écrivain français ait pris, dans des circonstances que l'on pourrait considérer comme analogues, s'il y avait une commune mesure entre les noms de Nobel et de Lénine, la parole à Stockholm, semble-t-il aussi avec le même dessein. Il en est cependant des circonstances comme des conceptions. Cela n'est absolument que pour l'apparence qu'on peut les comparer. Je n'ai point l'intention de porter ici une contradiction de détail à cet écrivain de mon pays. Il me suffira de marquer nos différences, bien que d'une façon assez systématique. Par exemple, dans son appréciation de l'art pour l'art, il est émis un certain nombre d'idées qui nous sont des lieux communs. Mais je n'entrerai pas dans son système d'argumentation qui le mène avec une grande logique à mettre tout son espoir dans des millions de solitaires. Je tiens pour une position purement agnostique celle qui n'exalte l'homme que pour autant qu'il est un solitaire et lui dénie qualité humaine dès qu'il tourne vers le soleil de l'avenir des millions de visages humains. Il en va de cet agnosticisme-là comme de tous les agnosticismes. Il a la fausse modestie des autres et dans un autre domaine, prétendant aussi renvoyer dos à dos des systèmes sociaux, ne fait feu en réalité que contre un seul, quand c'est, à l'heure de la guerre d'Algérie, un Français qui parle, et termine enfin sa défense verbale de la culture par une démarche qui se comprend de soi, une discrimination dans la culture elle-même, car il réclame alors, et ne réclame ici, que l'héritage de l'Occident. Pour ma part, d'accord avec lui s'il dit qu'on ne peut interrompre une respiration et qu'il nous faut réclamer notre héritage, pour que survive la culture, je réclame tout notre héritage humain, où la discrimination entre l'Occident et l'Orient ne peut être que le fait d'une guerre préparée et la négation de l'avenir au nom d'un passé mutilé. Préface à Ombre gardienne de Mohamed Dib. J'imagine Mohamed Dib, d'après moi. Comment autrement m'y prendre ? Puis-je, de mes yeux français, saisir la naissance de la poésie algérienne ? Le roman, toujours le conte, la nouvelle, c'est comme une invitation au voyage. J'entre avec l'auteur dans son Algérie inconnue. Mais le poème, nécessairement allusif, chargé d'un potentiel étranger, de tout ce que l'économie des mots suppose d'une réalité que le poète partage avec d'autres que moi. Je surprends leur conversation, les gestes pour eux familiers qui résument, et je suis au-dedans de ce grand secret collectif. Le singulier de l'affaire, c'est qu'ici je ne me trouve point devant une poésie traduite. Les mots sont les nôtres, les miens. Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre, les fleuves de mes quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec les mots de Villon et de Péguy. Et c'est bien là sans doute un aspect essentiel de ce drame algérien, sur quoi tant de gens de chez nous se prononcent avec une certaine légèreté. Qu'à l'heure de l'expression la plus haute, ceux-là même qui sont la fidélité à leur peuple et pour langage,
pour atteindre à ce qui échappe à l'analyse, pour exprimer l'incernable, ce français, ce clavecin bien tempéré, cet instrument des bords de Loire, ce parler qui est aussi celui des soldats dans la nuit, le vocabulaire du ratissage, le commentaire de la torture et de la faim. Un jour, peut-être, ces choses seront pesées et que les poèmes que voici soient lourds comme des fruits dans le plateau de la France. J'imagine Mohamed Dib d'après moi. À l'heure où tout ce qui était la vie, l'harmonie, la musique du cœur et de l'âme ne compte plus, quand les rapports humains cessent d'être cet échange pour passer à l'esclavage des jours de guerre, à la soumission de l'homme à une machine impitoyable, quand le meurtre est la loi, le bien par d'autres décidé, le poète se pose la question de son chant. Va-t-il se taire ? Ou soumettra-t-il aussi cela à l'impératif militaire ? J'avais 42 ans en 1939 et ma réponse à cette question s'est appelée le crève-cœur. Peut-être est-ce à partir de là que je puis comprendre le poète d'ombre gardienne, à partir de ce cantonnement de Crouy-sur-Ourcq que je puis le suivre, dans cette auresse des mots, par ces collines d'herbes sèches et de feu. Étrange est mon pays, où tant de souffles se libèrent. À cette heure des mutations profondes, des hommes ainsi trouvent en eux-mêmes les accents inattendus de la lumière extérieure. Alors, au milieu des gestes machinaux d'une activité apparente, je retrouvais, moi, le sens des règles oubliées, le goût complexe du langage et le cerveau électronique des rimes. Alors, l'écho lointain des légendes, de l'histoire, des mythes, de l'amour et de la mort. Alors, aussi bien Troie et Madrid et le chèvrefeuille des amants, Tristan qui feignait la folie, Éléonore d'Aquitaine, tout me vint en chanson, par une dialectique de la pensée où tout ce qui fut fuite de la réalité servait maintenant la réalité interdite. Personne, en 1960, ne peut empêcher le poète algérien, quand il dit l'Aurès, d'avoir dans les yeux les images que cela comporte. Et quel que soit le talent des lois, il n'en est pas qui puisse réprimer cette tristesse alors, cette tristesse invincible. Et comme il est étrange que le parler de Pascal et de Valmore se forme à ces livres d'outre-mer, de même étrange que pour ses yeux, couleur des raisins du reproche, le paysage de l'exil soudain soit celui qui, pour moi familier, naturellement, se marie à l'alexandrin. Soir tendre de Paris, que vous m'êtes amer. Soir tendre de Paris, que vous m'êtes amer. وأشهد أني حي وحر حين أنسى وأشهد أني حي وحر حين أنسى وأشهد أني حي وحر حين. Ce livre a deux volets qui s'ouvrent l'un sur l'Algérie et l'autre, disons, l'Europe. Anvers, Bordeaux, Paris. Peut-être faut-il avoir parcouru ces rues, ces berges de notre climat, pour revenir au premier poème où la menthe nouvelle a fleuri, le figuier a donné ses fruits, afin de les comprendre,
de toute la nostalgie de celui pour qui Paris obscur, c'est un enfer, afin de les reprendre avec ce compagnon rencontré dans nos villes. Et brusquement, j'éprouve qu'il ne m'est plus un étranger, non pour ses mots en commun, mais pour la vision, pour ces sortes d'illumination au sens rabaldien, par lequel il m'accueille chez lui. Il me donne l'hospitalité de son douar. J'éprouve que je ne lui suis plus un étranger quand il dit devant moi ce qui lui est naturel. Une très pâle pluie brûle tous les jardins. Pan qui dort, est-il temps ? J'ai eu parfois devant les toiles des peintres ce sentiment de l'obscurité levée, l'obscurité à première vue, au retour. Peut-être aller voir dans l'autre sens, comme on dit d'une étoffe où la lumière soudain s'accroche. Ces poèmes sont écrits pour le trop grand soleil d'Afrique. Il leur fallait ces murs épais et les dalles où les pas ne s'entendent point. Songez comme le mot jardin, par exemple, quand vous y joignez vos propres images, désigne autre chose que ces fleurs maghrébines. Et l'indifférence de l'eau quand on s'écarte du désert. Je m'arrête avec le sentiment d'une indiscrétion bizarre au seuil de cet homme, à l'entrée de son monde à lui, où les choses mûrissent autrement, et je l'écoute dire « Les mots que je porte sur la langue sont une étrange annonce, et je ne suis pas sûr de vraiment l'entendre, d'avoir droit de l'entendre. Je m'étonne de cette hospitalité de sa part qui me laisse entrer à l'intime d'une maison où je me sens une sorte de profanateur. Ô Mohamed, entre toi et moi, pourquoi cette confiance ? Qu'avons-nous qui ne nous sépare ? Et il sourit pour la première fois. Et il me répond par son plus court poème. L'avenir. Alors je me tourne vers toi, Alain, peut-être pour un regard historique qu'on a quand on évoque la guerre d'Algérie et les artistes ou les intellectuels. C'est vrai qu'on ne pense pas spontanément à Aragon. Alors ton regard peut-être sur cette question ? D'abord, on a tort de ne pas se pencher d'abord peut-être pas d'abord, mais en tout cas sur l'œuvre d'Aragon. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la littérature, je ne suis pas spécialiste d'Aragon. Il se trouve que pour un travail antérieur, j'ai eu l'occasion, et la passion d'ailleurs, de feuilleter les lettres françaises sur l'intégralité de la période de la guerre d'indépendance de l'Algérie, donc de 54 à 62. Et j'ai constaté l'intérêt considérable de cet hebdomadaire, et donc évidemment d'Aragon, pour la question algérienne. Et à la suite de cela, je me suis penché sur un ouvrage qui est probablement aujourd'hui encore recommandé aux étudiants en histoire, sur les intellectuels et la guerre d'Algérie et les intellectuels, de Jean-François Sirinelli et Jean-Pierre Rioux.
Et donc je me suis dit, après avoir eu connaissance donc, de ce qu'a écrit Aragon et d'autres, ce qu'ont écrit Aragon et d'autres dans les lettres françaises, je me suis dit, il y a forcément quelques références. Aragon ne figure pas. Je t'arrête 2 secondes, les lettres françaises, peut-être dire un tout petit mot, parce que tout le monde ne sait peut-être pas de quoi il s'agit. Bon, bah, devant un public comme ça, les lettres françaises font partie de la culture générale. Mais bon, les lettres françaises est un hebdomadaire qui a été fondé pendant mais c'est toi le spécialiste d'ailleurs, qui a été fondé pendant la Résistance et qui ensuite a été le grand porteur des lettres françaises, tout simplement, qui a en permanence informé, pas seulement sur les lettres, mais sur les beaux-arts et sur la politique, d'une façon indirecte et d'une façon toujours très, très cultivée. Donc les lettres françaises, dont Aragon est devenu le directeur en 1953, donc quelques semaines avant la fameuse affaire du portrait de Staline, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais une remarque quand même au passage, lorsque on parle à des gens normalement cultivés, disons, d'Aragon et des lettres françaises, le réflexe immédiat, c'est de parler du portrait de Staline. Donc, ce qui est effectivement un moment extrêmement douloureux. Je vous rappelle quand même que certains témoignages disent qu'Aragon a été au bord du suicide à ce moment-là, et il a eu au sein de la direction du Parti communiste français deux ennemis farouches au moment où Maurice Thorez était en Union soviétique pour des raisons de santé, à savoir François Billot et Auguste Lecoeur. Donc, je parle sous le contrôle de Pierre. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais donc, les lettres françaises ont été, je parlerai tout à l'heure également de l'Humanité, de France Nouvelle, mais dans un premier temps. Donc, je reviens à Sirinelli et Rioux qui ont allègrement oublié Aragon, qui ont oublié Picasso également. C'est quand même un petit peu fort de café, me semble-t-il, d'avoir oublié Picasso, quand on sait que Picasso, dès décembre 1954, s'est mis à une reprise des femmes d'Alger, de Delacroix, et que les femmes d'Alger de Picasso étaient des combattantes, des combattantes et des victimes, au point que Rachid Boudjira a dit que les femmes d'Alger de Picasso ressemblaient aux femmes de Guernica, ce qui n'est pas rien. Donc Picasso ne figure pas non plus, mais par contre Camus, dont je peux dire un mot si vous voulez, figure 7 fois, Sartre figure 43 fois, Simone de Beauvoir 7 fois, Malraux 6 fois. Donc je ne suis pas ici pour faire une concurrence des intellectuels, mais pour quand même montrer le fossé. Et aujourd'hui encore, quand on parle, ça m'arrive assez régulièrement de faire des conférences ou des rencontres autour de la guerre d'Algérie, aujourd'hui encore, Aragon n'est jamais cité, et au contraire, le réflexe quasi conditionné pour nommer des opposants à la guerre d'Algérie, c'est Jean-Paul Sartre, avec tout le respect qu'on doit à Sartre et à ses engagements qui sont absolument incontestables. Un mot sur Camus quand même. Camus qui a été égratigné dans le discours il n'est pas nommé, mais tout le monde l'avait reconnu, dans le discours de Moscou. Camus a eu des engagements extrêmement ambigus durant la guerre d'Algérie. Camus, par exemple, n'a jamais employé l'expression guerre d'Algérie. Je pense que vous pouvez, s'il y a des camusiens dans la salle, regarder la totalité de ses œuvres. Je crois que le terme de guerre d'Algérie ne figure pas. Camus, lorsqu'il écrivait son maître ouvrage, enfin un de ses maîtres ouvrages de 57, je crois, sur la peine de mort, n'a pas cité l'exécution capitale des patriotes algériens, ni celle de Fernand Yveton, par exemple. Voilà, donc, et Camus, par contre, a utilisé l'expression guerre de Hongrie pour parler de l'intervention soviétique en Hongrie. Bon, voilà, pour situer un petit peu, il a pris totalement ses distances avec la notion d'indépendance de l'Algérie. Et lorsqu'on vient me dire qu'il était attaché à la terre d'Algérie, qu'il était attaché à la terre de ses ancêtres, ce qui est tout à fait normal et évident, je réponds très facilement que Jean Sénac, que Jules Roy, qui pourtant était plutôt un conservateur, que Jean Pellegrini, qui étaient également des natifs de la terre d'Algérie, ont eu, eux, des réactions et des opinions et des engagements beaucoup plus forts. Et Jules Roy, d'ailleurs, a vraiment fait un divorce total avec sa famille, avec son milieu d'origine. Bon, je termine sur cette parenthèse camusienne. Donc, les lettres françaises. Dans les lettres françaises, Aragon a d'abord feuilleté cet hebdomadaire, m'a amené à constater qu'il y avait
je dirais pas toutes les semaines, mais pratiquement une semaine sur deux, en première page, un article sur la guerre d'Algérie. À chaque fois, il y a beaucoup d'articles de Pierre Dex, par exemple, mais également des articles d'Aragon. Aragon est celui qui a, on ne va pas dire découvert, il n'avait pas besoin de ça, mais en tout cas qui a fait connaître au public français Kateb Yassine, excusez du peu, qui a fait connaître Mohamed Dib, on l'a abondamment dit ici, il était très, très lié, même humainement et personnellement, à Mohamed Dib, et donc qui a le premier écrit de Kateb Yassine dans la presse française, ou dans l'édition française, date de, je crois, de 1947, j'ai à vérifier, dans les lettres françaises. Le premier, bon. Mohamed Dib, Aragon a parlé de la Grande Maison et de l'incendie comme du premier grand roman de l'Algérie, etc., etc. Donc voilà, c'est la toute première chose que je voulais dire sur, mais peut-être Guillaume. Oui, c'est-à-dire que donc tu dis l'importance, la place de l'Algérie, de la guerre d'Algérie et des poètes algériens, des écrivains algériens dans les lettres françaises, mais ça va au-delà puisque Aragon est également acteur dans d'autres publications qui sont peut-être un peu moins connues par ailleurs. Alors, publication, oui, et action, puisque, je vous rappelle, on ne l'a pas encore dit ici, mais bon, on a parlé de son engagement communiste, mais je vous rappelle qu'Aragon est rentré comme membre suppléant, je crois, au comité central du PCF en 1950, au congrès de Gennevilliers, et il est rentré au comité central au congrès d'Ivry de 1954, 13e congrès. Donc c'était un dirigeant communiste à part entière, avec sa spécificité, avec son langage particulier, avec ses interventions particulières. Et parmi ces interventions plus directement politiques, les autres l'étaient aussi, il y a ces articles dans France Nouvelle. Il y avait une sorte on va dire de compétition sans doute amicale d'ailleurs avec François Mauriac qui avait des carnets publiés dans l'Express. Ensuite il a rompu avec l'Express, ou l'Express a peut-être rompu avec lui d'ailleurs. Et donc Aragon a, à 7 ou 8 occasions, écrit des pages entières, c'était en général la dernière page de France Nouvelle, qui étaient des rubriques. Et donc je voulais vous lire, si je réussis à trouver ma page, mais si je l'ai déjà. Aragon, donc le 20 avril 60, consacre une de ses rubriques à un livre du père Davzi. C'est sans doute un nom qui n'est pas grand-chose ici. Et pourtant, le père Davzi a eu un grand rôle pendant la guerre d'Algérie. C'était un porteur de valises. Il était prêtre, très engagé aux côtés du FLN. Et il était porteur de valises. Il a été arrêté et condamné à plusieurs années de prison. Il n'était pas fréquent chez les communistes de défendre les porteurs de valises. Ça faisait partie des divergences, disons, sur l'observation, l'analyse des formes d'action de l'anti-guerre. Mais Aragon s'engage beaucoup pour dénoncer l'arrestation et en même temps pour présenter l'œuvre de Davzi. Et voilà ce qu'il dit. La première chose qu'il dit, c'est qu'il constate, à la suite de ce qu'avait écrit Davzi, avec horreur d'ailleurs, que le mot France en Algérie est devenu le symbole justement de l'horreur, de l'oppression et de la crainte de chaque Algérien. Et je lis maintenant ce qu'a écrit Aragon. La pratique des tortures et des crimes contre Jamila Bouhired, Maurice Audin, Henri Alleg, puis contre tant d'autres, révélé par le témoignage de La Gangrène, donc, qui était un livre des éditions de Minuit qui est paru, je crois, en 1960, un petit peu la suite, si vous voulez, de la question d'Henri Alleg. Et La Gangrène parlait des tortures abominables qui avaient lieu sur le territoire métropolitain français contre des militants du FLN. Donc je continue. Ce que dit Aragon, les faits rapportés par M. Labbé était insupportable. Il s'agissait de comprendre que dans toute l'Algérie, on battait les gens, le sang coulait, les maisons brûlaient, alors que la presque unanimité des Français n'en savait pas plus sur l'Algérie que les Allemands sur les camps de concentration nazis. Écrire cela en 1960, c'est quand même quelque chose de... C'est quelque chose de très fort. Si j'ai encore 2-3 minutes pour parler du Aragon politique, enfin dirigeant politique, j'ai constaté
dans les publications des cahiers Aragon, une intervention qui a été faite lors d'un comité central de 1958. Je n'ai pas forcément le mot en tête. En 1958, certains d'entre vous le savent peut-être, les réunions du comité central étaient souvent enregistrées. Et on peut aujourd'hui d'ailleurs les écouter. Je vous invite, pour ceux qui veulent travailler en archives, à aller aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Il y a même, moi j'ai écouté certains pas celui d'Aragon, mais j'ai écouté un certain nombre d'enregistrements. Ça fait très drôle d'ailleurs, il y a des bruits de fond, etc. Et Aragon fait une intervention sur justement sur la critique de ce qu'on n'appelait pas à l'époque, mais qu'on pourra appeler aujourd'hui l'ultra-gauche, la critique contre le PCF, contre les limites, la tiédeur supposée du PCF dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Et Aragon n'a pas la suffisance d'un certain nombre de discours des dirigeants communistes de l'époque qui dénonçaient finalement ces petits bourgeois un petit peu radicalisés qui finalement n'apportaient pas grand-chose à la connaissance et à la lutte du peuple français contre la guerre d'Algérie. Et Aragon répond probablement à ses camarades qui sont en face de lui, et il leur répond qu'ils se trompent. Il leur répond qu'il faut écouter, il faut savoir écouter la façon dont est portée la critique contre cette supposée tiédeur. Et il dit que finalement, il faut plaider par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, par un anachronisme abominable, la convergence des luttes. Et donc, d'une certaine façon, il dit à ses camarades, soyez attentifs. Et il se donne un exemple. Il dit, si on m'avait, moi, lorsque j'étais un jeune, et Dieu sait d'ailleurs s'il l'a été, il a été souvent un petit peu isolé au sein du Parti communiste français dans les premières années, avec un ouvriérisme qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais si on m'avait, moi, Aragon, porter le même jugement, le même regard et la même défiance à mon égard, eh bien peut-être que ne serais-je jamais devenu communiste. Donc effectivement, parmi ceux qui critiquaient le PCF, certains sont devenus communistes, d'autres sont restés dans une critique acceptable, évidemment. Et voilà. Écoute, merci beaucoup Alain pour cet éclairage. Les jours après les jours passèrent. Les jets d'eau pleuraient dans la nuit. Il vint d'étranges émissaires sur des chevaux aux pieds de bruit. Ils entraient dans un grand vacarme, comme le sort qu'on joue au dé, vêtus de noir et chargés d'armes, en deuil de leur dieu de Judée. Ils déclinaient leurs noms superbes, leurs domaines et leurs aïeux, prêts à verser le sang sur l'herbe pour un sourire dans les yeux, prêts à se battre 1 contre 10 sur leurs étriers d'argent droit pour que les morts se rendissent, rappelant sa parole au roi. Émir, tu juras sur la Bible, sur la croix et sur le Coran, si mon maître était invincible, d'ouvrir Grenade et dire « Prends l'Alhambra, le généralif ». Et nous avions, t'en souviens-tu, gardé ton fils entre nos griffes. Si tu nous trahis, je le tue. Faut-il énumérer les villes de l'arbre tour à tour tombées, Almeria comme Séville, sous mon joug Malaga courbé? Ô prince, que te reste-t-il? J'ai pris l'Ora sur mon chemin et je campe au bord du Xénil. Guadix et Baza dans mes mains ne sont que ruines et que cendres, et l'Alhambra, si je le veux. Raison, ne vas-tu pas entendre où j'y fais pleuvoir notre feu? Tes plafonds peints, tes cieux de gypse, l'oubli sur eux d'avoir été.
car j'ai l'arme d'Apocalypse. Si je ne m'en sers, c'est bonté. Tu le sais bien que je peux faire, barrer grenade comme un nom, y porter la mort et le fer dans le chant chrétien du canon. Al-Bayazine, ô charogne, où tournent les mouches, règne de la terreur, et des objets épars en plein midi racontent le ravage avec des morts disposés comme les mots d'un proverbe par les rues, le viol de vivres et le verre cassé. Et la maison teinte encore des pas du saccage, quand, évitant l'âne abominable, ô plaies, entrailles dans les pattes renversées, pivoine douce des narines, dans la clarté décroissante, Anne Najdi descend, dépouillée jusqu'à l'os de l'âme, à l'atroce du sang, à la fosse du ventre, à la nuit de la poitrine. Il a quelque part oublié la rime d'or et l'instrument. Plus rien ne reste en lui qu'une absence physique, que cette attraction du vide est l'astre éteint des sentiments. Plus rien ne reste en lui de l'ancienne musique. Plus rien de ce qui fut son orgueil et son chant, plus rien de cet amour qu'il portait aux pauvres gens, que la place d'ombre et la blessure. Tu t'en vas par la ville où ceux qui donnaient à toute chose raison malgré tout d'être, sûrs te prouver d'une nuit que deux naïfs. Oh, ce canif en toi, dans ton cœur le plus tendre, même d'eux, tu ne peux rien attendre. Tu es là devant cet abîme avec la désolation de tes mains. Voilà qu'est remontée en eux la marée amère d'autrefois. Le reflux du fleuve à l'égout, le reflux du naufrage à l'écume des mers, le reflux de l'enfer dans l'homme tout à coup. Qu'avez-vous fait de votre longue et lente patience, péniblement de père en fils? Qu'avez-vous fait de nous, vous jusqu'ici mes semblables? Qu'avez-vous fait comme le feu dans son délire? Et voilà qu'à nouveau sur vous la marque de la bête excuse, explique la tyrannie, la violence règne. Et je ne puis me jeter à genoux devant un Dieu qui me comprenne, prendre le soleil à témoin pour qu'il nie ce que je vois. Le temps passe et je pense et rien n'a même poids. Le malheur était si grand, la trahison sur vous, la menace conquérante, et dans la serrure déjà vous entendiez tourner la clé. Ce que vous teniez dans vos doigts déjà vous était volé. Vous voyiez le couteau dans votre fils et votre oreille entendait les monstres jouir. Plus une pierre à votre tête, une ombre où cachait le sommeil, un mur debout dans votre imagination. Alors, mais que ne vous êtes-vous plutôt portés à l'ennemi, vous-même jetés à l'ennemi pour en mourir, avec des briques et des barres de bois, avec la colère et les poings, vous qui de préférence avez tourné fureur contre les vôtres. Le malheur était si grand, dites-vous, la douleur de si loin, de si profond criait.
Et vous avez été comme le jeune père, étranglant son petit parce qu'il veut farouchement dormir, qui vendit l'aube pour un moment noir. Le scorpion que la fournaise entoure et qui s'en prend à sa propre ombre. Voici les objets familiers, la vaisselle et les vêtements piétinés, saccagés au hasard du mépris pour rien, pas même le pillage. Le voisin s'est précipité sur le voisin pour un mot vague et lui a mis les pouces dans les yeux. Toi qui dis « mais c'était un juif », n'as-tu pas honte de ta langue? Tout un jour a passé dans mes pas égarés par la honte, et déjà, le soir, sourd à ce qu'ouïe le jour, couvre tout d'un manteau lourd et lent de silence. Une rose fleurit encore au ciel des toits, une rose qui ne craint point passer pour sang versé. Regarde où tu marches, poète, et cet enfant sous ton pied comme du lait répandu. Qu'adviendra-t-il des hommes dès lors que le plus démuni de tout ne redoute plus d'ouvrir comme une orange la femme enceinte ou comme un pain de seigle brisé le mendiant aveugle? Dès lors que celui-là jamais qui ne fut assis à la table du partage se lève à son tour avec le meurtre et le visage du collecteur d'impôts, qu'il entre dans la famille assise autour de son brouet de misère quand déjà le valet d'écurie et le fainéant s'en arrachent les hardes. Ah, tant que j'attendais le mal de la puissance, crime n'était qu'envers au manteau blanc du roi, et les larmes coulaient sans avoir connaissance du bonheur de souffrir, d'avoir faim, d'avoir froid, lorsque c'est un bourreau qui te cloue à la croix. Ô peuple égaré, qu'as-tu fait de ton frère? Et que devenir si toi qui dormais sur la terre dure, si toi qui jetais tes doigts mutilés sous les chevaux harnachés d'or, si toi, sans égard à qui gagnait son pain comme toi dans une main de fer outil, si toi comme nous qu'on brime et qu'on brise, si toi que le pied comme braise éteint, si toi comme grain que la pierre écrase, si toi comme chair que le bras étreint. Et comment achever ma vie et ma phrase? Alors nous allons conclure cette partie avec un Zajjal de l'avenir. Et toi, Mejnoun, puisque ceux-ci qui tournaient les yeux vers demain, il a suffi de ce soufi pour en égarer les discours, ramène vers le ciel futur ces taureaux sortis du chemin, chante un Zajjal de l'avenir et montre à l'homme où l'homme court. Alors, Ibn Amir a chanté. Comme à l'homme est propre le rêve, il sait mourir pour que s'achève son rêve à lui par d'autres mains, son cantique sur d'autres lèvres, sa course sur d'autres chemins, dans d'autres bras son amour même, que d'autres cueillent ce qu'ils sèment, seul il vit pour le lendemain. S'oublier est son savoir-faire. L'homme est celui qui se préfère un autre pour boire son vin. L'homme est l'âme toujours offerte, celui qui soi-même se vainc, qui donne le sang de ses veines sans rien demander pour sa peine et s'en va nu, comme il s'en vint. Il est celui qui se dépense et se dépasse comme il pense, impatient du ciel atteint, se brûlant au feu qu'il enfante, comme la nuit pour le matin.
insensible même à sa perte, joyeux pour une porte ouverte sur l'abîme de son destin. Dans la mine ou dans la mâture, l'homme ne rêve qu'au futur. Joueur d'échecs dont la partie perdu ses chevaux et ses tours, et tout espoir anéanti pour d'autres rois, sur d'autres cases, pour d'autres pions, sur d'autres bases, va se poursuivre, lui, parti. L'homme excepté, rien qui respire ne s'est inventé l'avenir. Rien, même Dieu, pour qui le temps n'est point mesure à l'éternel, et ne peut devenir étant l'immuabilité divine. L'homme est un arbre qui domine son ombre et qui voit en avant. L'avenir est une campagne contre la mort. Ce que je gagne sur le malheur, c'est le terrain que la pensée humaine rogne pied à pied, comme un flot marin, toujours qui revient où naguère son écume a poussé sa guerre et la force du dernier grain. L'avenir, c'est ce qui dépasse la main tendue, et c'est l'espace au-delà du chemin battu. C'est l'homme vainqueur par l'espèce, abattant sa propre statue. Debout sur ce qu'il imagine, comme un chasseur de sauvagines, dénombrant les oiseaux qu'il tue. À lui, j'emprunte mon ivresse. Il est ma coupe et ma maîtresse. Il est mon inverse chaldée, le mystère que je détrousse comme une lèvre défardée. Il est l'œil ouvert dans la tête, mes entrailles et ma conquête, le genou sur Dieu de l'idée. Tombez, ô loi, aux pauvres fêtes, voici des fruits pour d'autres fêtes où je me sois mon propre feu. Voici des chiffres et des fèves, nous changeons la règle du jeu pour demain fou que meurt hier. Le calcul prime la prière et gagne l'homme ce qu'il veut. L'avenir de l'homme est la femme, elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit, et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Il n'est qu'un noyau sans le fruit. Sa bouche souffle un vent sauvage, sa vie appartient au ravage et sa propre main le détruit. Je vous dis que l'homme est né pour la femme, est né pour l'amour. Tout du monde ancien va changer. D'abord la vie et puis la mort et toutes choses partagées. Le pain blanc, les baisers qui saignent, on verra le couple et son règne neiger comme les orangers. L'enfant Zaïd lui reprend son luth. Ibn Amir tourne vers la nuit son visage et la ruche a repris le bourdon car nul ne songeait donner pour leçon cette vulgarité de la pensée aux gens de science qui, certitude, cherchent dans la perfection du langage. Les uns n'ayant en tête que de concilier Aristote et le Coran, les autres pour qui l'avenir apparaît comme un dictionnaire où toute chose est enfin nommée. Et ce n'est point pour un Zadjal, par le dit d'un chanteur des rues, que va s'orienter la discussion des hommes de sagesse à l'heure des confrontations de violence. C'est alors que la parole est prise comme une fille par un grammairien qui longuement la besogne d'un plaisir d'évidence. Il dit que nous parlons le langage du prophète et pour cela, nous nous passons de donner à notre verbe flexion future, ainsi que dans leur égarement font les roums. Et d'ailleurs, quel sens y a-t-il à ce temps qui n'est que de la bouche, qui ne dit au mieux que le possible ou le nécessaire, ou c'est encore un tour de politesse ou d'invention, désir ou souhait, car même l'infidèle a peur du futur de réalité, comme d'une effraction du royaume de Dieu. Après tout, qu'est ce mode verbal, sinon la conjecture, une autre sorte de présent, plus vague et toujours inaccompli, une expression de l'immanence des choses, rien de plus. Et nous sommes loin de cette innovation de l'avenir qui langage suppose étranger au Coran. Eh bien voilà, je vous en parlais tout à l'heure, nous voici entrés dans le fou d'Elsa grâce à vous deux, merci encore beaucoup.
Et je passe la parole, puisque c'est le fou d'Elsa, et vu ce qu'on vient d'entendre, on va donc faire binôme Pierre Juquin et Dominique Massonneau. Et je commence par Dominique Massonneau, si elle en est d'accord. Et je te passe mon micro tout de suite, avec une question un peu simple. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que c'est que le fou d'Elsa? Et quel rapport avec notre soirée, en quelque sorte? Merci à toi, Guillaume. Oui, le fou d'Elsa, c'est un texte qui paraît en décembre 1963 et auquel Aragon travaille depuis 54 et 56. Et c'est un texte difficile, sans doute. Le nom d'Elsa sur la couverture peut le faire assimiler à d'autres titres d'Aragon. On entend Elsa et pourtant, c'est un texte très singulier. C'est ce texte qui va s'inscrire dans les années qui précèdent 1492 et le départ du dernier des Abencerrages ou du dernier des habitants de l'Alhambra de Grenade, le dernier des princes, Moabdil, qu'on avait trouvé présent dans des textes antérieurs dans l'histoire littéraire, chez Chateaubriand, par exemple, le dernier des Abencerrages. Aragon connaît bien Chateaubriand, comme me l'a appris Pierre. Mais on a, avec le geste d'Aragon, ce Moabdil qui est par rapport à la façon dont on le voit dans les textes de Chateaubriand, on avait un personnage assez négatif qui ne s'était pas assez battu. Et là, le geste d'Aragon dans Le Fou d'Elsa, ça va être dans ce contexte de la guerre d'Algérie, avec tout le temps de maturation pour la publication de ce texte, de présenter l'histoire du côté du vaincu, de celui qui part, dans des lieux qui sont, pour ceux qui connaissent un peu l'Andalousie, et j'ai parcouru ces lieux avant d'avoir lu Le Fou d'Elsa, donc il y a eu une sorte de rencontre après un cheminement sur les lieux où, quand on quitte Grenade et qu'on va vers Motril, ou plus précisément vers Salobreña, on descend donc, et à un endroit on soupire, parce qu'en se retournant, c'est le dernier endroit d'où l'on voit l'Alhambra avant d'aller vers la mer. Et à Salobreña, il y a un petit château mort encore, et c'est là que le dernier prince de Grenade va prendre le bateau pour quitter. C'est la fin donc de cette période arabo-andalouse dans le sud de l'Espagne. Et Aragon va prendre cette histoire du côté du vaincu qui part, mais lui donner une énergie extrêmement forte. Pourquoi ? Alors qu'aujourd'hui, l'interculturalité est un mot à la mode, on a ici quelque chose qui est produit en actes, dans un texte assez vertigineux si l'on observe la documentation aragonienne, qui a à peu près la bibliothèque d'un professeur d'université spécialiste de littérature persane, qu'il a travaillé de façon à produire un texte, le sien, qui s'inscrit dans une tradition littéraire, oui. J'ai parlé de Chateaubriand. Goethe avait eu un geste qui, dans un texte qui s'appelle Le Divan, tenait ensemble Occident et Orient, divan occidental-oriental, dans un geste qui essayait déjà de tenir les choses ensemble. Le geste aragonien est très vertigineux puisqu'on va avoir le rappel, par exemple, qu'une tradition littéraire s'est nourrie de cet Orient, de cette culture arabo-andalouse, puisque, par exemple, un poème arabe qui est anté-islamique s'appelle Le Fou de Leila, et que cette poésie, ça a inspiré la poésie médiévale et que c'est une source du Tristan et Iseult, par exemple. Donc, ce Fou de Leila résonne avec ce Fou d'Elsa que va prendre en charge Aragon. L'inscription dans cette tradition littéraire est une inscription autre par rapport au geste de connaissance de l'ailleurs et de l'autre qu'on trouve chez des écrivains du XVIIIe siècle, qu'on trouve dans l'orientalisme du XIXe siècle, où il y a toujours un désir de connaître autrui, mais avec une supériorité occidentale, différente chez Goethe. Hein. Goethe, c'est un peu à part. Mais on a chez Aragon quelque chose de tout à fait autre,
même si Byron traduit des chansons populaires de l'arabe, mais on a l'inscription d'une continuité. Et ce qu'on vient d'entendre le dit très bien, le texte et le comédien le disaient très bien, c'est-à-dire que l'espérance va venir au-delà du chemin battu et rebattu. C'est-à-dire qu'Aragon prend en charge ces chemins, tient ensemble aussi bien la culture arabe, la culture islamique. On a entendu aussi des mots qui évoquent le catholicisme, puisque 1492, après ce départ, c'est le moment où en Espagne, on va voir arriver très vite Charles Ier, qui deviendra Charles Quint. Et vous savez aussi que c'est le moment où va venir alors l'Inquisition, et puis aussi la marque jaune pour les Juifs qu'on pousse à la conversion, conversos. Et la situation dans cette Espagne du début du XVIe siècle est assez redoutable. Donc saisir le moment d'avant pour essayer de changer son après, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'assez essentiel dans ce livre de Fou d'Elsa, qui paraît pour un lectorat qui a connu la position du vaincu pendant l'occupation, assez récemment pour les lecteurs du Temps en 63. Et puis, donner cette saisie où on ne va pas affirmer une supériorité d'une culture occidentale, mais tenter une inventivité littéraire et parvenir à une inventivité d'écriture poétique assez vertigineuse en se nourrissant des formes, des genres qui viennent de la culture autre, qu'on a travaillé humblement pour arriver à inventer à partir d'elle, pour aller au-delà et ouvrir le chemin. Il faut entendre Pierre. Non, peut-être tu as une question, je ne sais pas. Aidez-moi pour le relais. Je pourrais parler très longtemps de ce texte. Donc, Aragon va faire un voyage pour ancrer les choses dans une histoire littéraire, mais dans l'histoire personnelle de l'écrivain. On a un voyage en 26, effectivement. Il va à Grenade, comme Chateaubriand était allé dans ces lieux. Hein. Et il va, à ce moment-là, connaître les contes de l'Alhambra, d'Irwin. Il connaît évidemment Chateaubriand. Et on a un chemin très long, des retours fréquents en Espagne. On se souvient que Aragon et Elsa vont aussi en Espagne au moment de la guerre d'Espagne, à l'automne 36. Et on a cette imprégnation progressive qui va permettre de produire un texte qui est hors de tout exotisme, pour essayer de se faire un inventeur dans la culture de l'autre et avec la culture de l'autre, pour tenir ensemble une dimension qui sorte justement de l'individualisme, d'une part, et on l'a entendu tout à l'heure dans le texte, hein, l'idée c'est qu'on avance mieux à plusieurs que tout seul, et le texte le fait et le met en acte dans le geste d'écriture, qui est un geste d'écrire avec. Est-ce que de ce point de vue, je peux te poser une question? Parce Oui. qu'on a entendu un certain nombre de mots et d'évocations à l'instant. On a entendu le mot de Zadjal, Oui. peut-être que ça n'est pas forcément très partagé, et on a entendu une réflexion autour du futur. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu voilà, ce qui se joue, ce qui se fait, ce qui se tente à travers tout cela, peut-être? Oui, c'est une forme poétique. Alors moi, vous savez bien qu'on est, surtout en France, dans une spécialisation parfois un peu limitée. Hein, les domaines, on est un peu étroit dans nos champs de spécialité. Donc je suis évidemment pas spécialiste de cette forme poétique qu'est le jazzal, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont Aragon... j'ai essayé d'inventer un mot à partir de travaux d'historiens qui parlent de revenance. Hein. C'est le travail de François Hartog, c'est le travail après de Jean-François Hamel qui parlait de revenance. Moi, j'ai un peu travaillé sur la revenance textuelle chez Aragon, c'est-à-dire la façon dont ce qu'on peut appeler plus scolairement l'intertextualité, mais c'est implicite, pas forcément explicite, mais on va se nourrir des textes des autres
mais les déplacer pour en faire quelque chose aujourd'hui. Donc ce n'est pas simplement un rapport de source ou de citation, ça va être un phénomène de retour avec modification pour aller au-delà. Et c'est l'idée du futur où moi j'aime mieux dire l'avenir. Hein, ce qui est à venir, parce qu'on entend cette projection vers le chemin continué. Je crois que tu nous as donné vraiment à entendre ce geste de passage de l'écrivain qui est présent à un moment venu après beaucoup d'autres. Donc là, on a Aragon qui vient après, vient le Fou de Leila, et puis Goethe, et puis Chateaubriand, et puis Mérimée, Byron, etc., et qui arrive, et qui n'est qu'un passeur pour que d'autres poursuivent. Et je crois que cette force de l'écriture aragonienne pour le XXIe siècle, c'est de nous montrer cette écriture en acte et d'être, pour le coup, une écriture et un écrivain de l'avenir. Ouais. Tu voulais y aller? Non, parce que je pensais rendre la parole, mais allons-y. Eh bien, alors écoutez, Pierre, tu passeras juste après. Alors, à vous, et après, Pierre, ce sera pour toi. On garde le أحب من الأسماء ما شابه اسمه ووافقه أو كان منه دانيا أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا دهرا لا أعد الليالي بربك أضمنت إليك ليلة أو قبلت فاها تكاد يدي تندى إذا ما لمستها L'homme du Madj improvise un poème en réponse à l'étranger. Que ce soit Allah que mon maître serve ou Jésus, ne m'est point d'indifférence, bien que je n'ai après tout croyance que de la plénitude ou non de mon écuelle. Voyez-vous, ce n'est pas pour les vergers lourds d'abeilles, ni pour les mines ou l'argent lavé dans l'eau de la rivière que nous sommes prêts à mourir, mais pour l'Andalousie, pour ce creuset de l'homme et de la douleur, cette épaule de chair où je m'appuie à la fin de ma journée, pour l'odeur du jasmin dans le repos du soir. Et le juif est plus près de mon cœur, sans doute, qui dans Grenade a grandi, que le parabire qui vient d'au-delà de la mer avec le bleu de sa barbe et me ressemble, ou le castillan qui a du mort dans le sang plus souvent qu'il ne pense, le bâtard, comme sur l'austérité du mur a poussé la joue-barbe. Nous vivons après tout en bonne intelligence ici, nous et nos chiens de prince. Et je fête le Mirajan le jour au Mozarabe ailleurs qui est la Saint-Jean. Je ne veux pas qu'un berbère, ici régnant, m'ordonne de renverser mon vin par respect de la religion, ni que l'évêque de Cordoue arrive avec ce prétendu roi d'Espagne pour brûler qui ne confesse point sa foi. Au premier, je dis que la Mecque est de l'autre côté, qu'il aille au désert se nourrir comme la perdrix. Et à ce monarque, avec ses chevaux mangés de tiques, qu'il regarde la maigreur de son peuple avant d'envahir ma vigne. Nous ne sommes pas de ceux qui se contentent d'un oignon sur le pain bis,
Nous avons inventé la rime et la musique aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Car nous partageons toutes choses de plaisir et d'utilité avec celui qui vient pacifiquement s'asseoir sur notre terre chaude et fertile. Et qu'il apprenne de nous à greffer l'arbre et cultiver les fleurs, où nous avons amené l'eau de très loin par la ruse et la roue. Et si ma fille alors lui ouvre sa robe, qu'ils prennent plaisir ensemble. Ainsi, l'étranger perd jusqu'à la mémoire d'autre chose que l'Andalousie. Ainsi, la lumière andalouse entre en lui comme le ruissellement des montagnes, comme la royauté de l'homme et la griserie d'un printemps de surprise entre la neige et le feu. Le siècle d'or. Mon peuple dispersé comme un vol de perdrix, d'autres feux sont venus brûler dans tes villages, parlant un autre Dieu, dans un autre langage. Où t'en vas-tu, cherchant d'illusoires patries? Ceux qui n'ont pas voulu monter sur les galères, par leur pays traînant leurs ombres d'étrangers, rêvent le temps d'islam sous des mots mensongers, et l'ancienne grandeur nourrit neuve colère. Aben Amar, Moro de la Morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Dans votre morerie, ô mort, vous rêviez. C'est toujours par chanter que les choses commencent. Et les rébellions succèdent aux romances. Ils sont venus vous pendre aux branches d'olivier. Siècle d'or de tous côtés qui brûle, ô siècle des douleurs de tous côtés encens. Le roi d'Espagne a peur quand il voit le croissant de la lune paraître avant le crépuscule. Aben Amar, Moro de la Morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Voici la grande nuit sans justice et sans fin. Il n'y aura pour vous ni grâce ni revanche, et c'est de vous tuer qu'ils auront des dimanches pour prier leur Seigneur et dormir à leur faim. Leurs seins de pierre font des gestes pathétiques. Des bateaux sur les mers promènent leurs armées, et partout à leurs pas des bûchers allumés, ils font des vers. Ils ont de grands songes mystiques. Aben Amar, Moro de la Morería, les grands signes qu'il se fit ce jour-là que tu naquis. Merci, le temps de retrouver ma page. Détestable est la pluie de ceux qui ont été avertis. Coran, sourate 27, verset 59. Le malheur dit. Il faut pourtant que cela chante. Je ne puis pas n'être qu'un cri. Cette chose en moi violente y cherche une faille, une fente où passe la mutinerie. Cela me mord à même l'âme et me terrasse le sanglot. Cela me brûle sans la flamme, cela me faux à chaque pâme. Ce mal ne trouve pas de mots. À peine si le cœur fait plainte, si le rang se permet le bruit, comme un étranglement de crainte, comme une cendre mal éteinte, un bois qui travaille la nuit. Comment voulez-vous que je vive, par les vents en vain traversés? Les ruisseaux parlent à leurs rives,
Il est permis que les captives pleurent du moins le ciel passé. Je sens monter à mon visage une pourpre de l'incendie. Je suis assiégé d'images qui quêtent musique et langage et la splendeur du malheur dit. Donnez-moi la bouche des branches, le sexe sombre des roseaux, et le narcisse et la pervenche, le tonnerre de l'avalanche et la gorge d'ombre des eaux. Donnez-moi le chant des fontaines, Murcie où sont les soirs si doux, Majorque et les îles lointaines avec leurs barques incertaines, les barrages de Vercordou. Le pré d'argent près de Séville, l'armoise autour d'Almeria, et les monts comme un jeu de quilles sur les collines de Jonquille où Grenade s'agenouilla. Ce pays de 1000 couronnes où le marbre est peint du Coran, la terre à l'homme s'abandonne et fait lever des anémones sur les pas bleus des conquérants. Un monde à mourir se décide. Les pans dans la cour au lion courent criant comme au suicide la fin du royaume nasride et leur fausse rébellion. J'entends pleurer au fond des salles, quelque part une bête rue, sur une dalle, une sandale, dans les montagnes les cigales, et le silence dans la rue. Quel sens précis cela a-t-il ? Pourquoi suis-je dans ce palais, ouvert au vent froid de l'exil, à l'heure où le roi Boabdil demande un cheval au valet ? Ainsi les rois prennent la mer et tiennent qui veut leur pari. Drapeau nouveau, neuve chimère, il n'est spectacle plus amer que de voir mourir sa patrie. L'histoire ici que je raconte est la mienne, mais autrement. Et cependant, au bout du compte, c'est même amour et même honte que le secret de ce roman. Je suis toujours cette morsure, le décor, ou même où changer, rien, sinon sa douleur n'est sûre. Si vous répugne ma blessure, c'est cette blessure que j'ai. Je parle écho comme un miroir, et mes paroles déguisées, celui soudain qui croit s'y voir, se perd au fond d'un jardin noir, où ne sont que tombes brisées. Il n'y a pourtant de romance qui ne soit à midi, minuit. Et ce qui paraît la démence, Palmyre, Grenade ou Numance, a sa raison qui me conduit. Écoutez pleurer en vous-même les histoires du temps passé. Le grain terrible qu'elle sème, mûrit de poème en poème. Les révoltes recommencées. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني نعم سرى
Eh bien Pierre, c'est à nous. J'ai 2 questions, mais tu peux répondre à tout à fait autre chose si tu veux. La première question, c'est d'où ça vient finalement toute cette curiosité, cet intérêt d'Aragon pour cet univers? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire en 1956, 57, 58, 59, 60, 61, 62 pour un poète français que de se plonger, à s'ensevelir, comme tu l'as dit, dans une littérature et des propos sur la littérature et sur l'histoire de ces civilisations arabes, à un moment où, et se placer du côté des Arabes et non pas du côté des catholiques qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire que cette grande aventure dans laquelle il se lance et cet effort gigantesque qu'il initie à ce moment précis? Mais tu peux répondre à autre chose si tu veux. C'est très difficile de répondre. Il y a certainement différentes explications. Mais quand nous avons reçu, tout de suite après la fin de la guerre d'Algérie, alors que l'OAS plastiquait encore, qu'il y avait une très grande tension, une émotion dans le peuple, le Fou d'Elsa, voilà le volume. Hein. C'est ce poème que, je crois, Olivier Barbaran a jadis qualifié de monstre, au beau sens du terme. C'était une émotion considérable et une découverte. Depuis, je n'ai cessé de le lire, le relire, essayer de le comprendre. C'est un texte difficile, c'est un texte fleuve immense. Alors, est-ce qu'il y a des rapports directs avec la guerre d'Algérie indiqués par Aragon? Oui, mais très brièvement, comme toujours chez Aragon, il faut faire attention. D'abord, dans une petite note du lexique qu'il ajoute, imitant Goethe dans son Westöstlicher Divan, divan oriental d'Orient, à propos de Al-Jazair. Il dit, j'ai hésité pour savoir si je devais dire El ou Al, mais j'ai choisi Al parce que il s'agit de l'Algérie et que pendant tout le temps que j'ai écrit ce poème, j'étais obsédé. Ce fut mon obsession. C'est tout. Mais chez Aragon, souvent, les choses sont dites en quelques mots. Et puis, il y a un commentaire, une explication qu'Aragon a donnée dans une longue interview à son ami, un journaliste de France Culture, Francis Crémieux. Et là, il dit une chose tout à fait extraordinaire, au fond, qui m'interroge encore. Il dit... J'ai pensé à tout ça pendant la guerre d'Algérie. Et nous sommes ignorants de tous ces peuples, de leur histoire, de leur culture. Mais surtout, au fond, ce qu'ont fait ces gens, c'était pas seulement une révolte anticoloniale. C'était pas seulement une guerre de libération nationale. Ça l'était. Mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait l'aspiration à défendre, faire connaître, répandre leur culture, leur histoire. Je crois que, j'arrive mal à l'expliquer, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire que Aragon traversait cette histoire, réfléchissait, la pensait et l'écrivait à sa façon, du point de vue de l'histoire culturelle, de l'évolution culturelle de l'ensemble de l'humanité. Et c'est là que, d'ailleurs, et sa référence au divan oriental occidental de Goethe, qui avait eu l'idée, aujourd'hui un peu discutée par les spécialistes, de littérature universelle, Weltliteratur. Je crois que c'est ce brassage des cultures, cet apport culturel d'un peuple qui ne s'est pas battu que pour lui, qui ne s'est pas battu que pour sa liberté immédiate, mais qui s'est battu pour sa culture en tant qu'élément de la culture mondiale, de contribution au développement de toute l'humanité, à l'évolution culturelle de toute l'humanité. Avec cette idée d'ailleurs, parce que le marxisme-léninisme, l'économique, etc., dans le Fou d'Elsa, ce n'est pas très présent. Avec cette idée que l'auto-évolution de l'humanité, son développement vers un avenir qu'on pressent mais qu'on ne connaît pas, qui n'est pas figé, et le futur tient une immense place depuis le début
jusqu'à la fin, dans le fou d'Elsa, cette évolution est essentiellement de nature culturelle. Je crois que c'est ce que j'ai la première fois ressenti, et ce que beaucoup d'autres ont ressenti à la lecture du fou d'Elsa. Alors évidemment, dans tout ce qui vient d'être dit, il y a énormément de richesse, de diversité, mais je crois que c'est cet internationalisme. Je ne veux pas dire mondialisme, parce que ça serait confus en raison de l'usage qu'on en a fait aujourd'hui, qui est dans l'esprit profond dans la démarche initiatrice du fou d'Elsa. D'ailleurs, la référence que fait Aragon au début, enfin, il y a plusieurs références, il y a beaucoup de références. Les références ne sont pas à la guerre d'Algérie, dans la présentation par Aragon lui-même, dans les premières pages, en prose rythmée, une prose très particulière, mais c'est la propre histoire d'Aragon, sa réflexion, sa vie, son parcours, et c'est Elsa. Ici, une chanson d'un poète soviétique, d'un poète russe, sur Grenade, l'histoire de Grenade. Mais cette chanson, c'est une chanson russe, d'un poète russe, qui a été traduite en français par une franco-russe, par ailleurs juive, Elsa, et qui a été mise en musique par un Allemand, etc. C'est-à-dire que, dès le début, la première chanson, c'est une chanson multiculturelle, universaliste, multinationale, si je puis dire. Mais je donne un sens tout à fait culturel à ce mot qui n'est pas adéquat quand il s'agit d'autre chose. Je crois que c'est ça qui est très très important et qui est la démarche fondamentale qui me touche encore aujourd'hui, qui m'émeut, qui me fait vibrer et où je sens une infinie richesse. Alors, s'accrocher à des valeurs d'une autre culture pour participer au progrès, à l'enrichissement incessant de la culture de tous les peuples, y compris la nôtre. C'est d'ailleurs une démarche qui s'inscrit dans une tradition française. Par exemple, Aragon attache une grande importance, je vais redire tout à l'heure pourquoi, aux falasifa, les philosophes de Grenade. Il y en a eu aussi dans d'autres lieux de l'islam. Averroès, je les cite à la française, excuse. Averroès, Avicenne, il y en a d'autres, Avempas, etc. Et là, il reprend une tradition qui vient déjà du Moyen-Âge, mais surtout du 19e siècle éclairé, humaniste, Ernest Renan, qui est l'auteur d'un livre sur Averroès magnifique. Et puis Jaurès. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu plusieurs fois, en lisant ou relisant le fou d'Elsa, les paroles de Jaurès, quand peu avant sa mort, il combattait, on retrouve la guerre du Rif, mais avant la guerre du Rif, l'implantation d'un protectorat au Maroc. Et il citait Averroès, Avicenne, mais aussi les courants progressistes contemporains dans l'islam. Et il y a une phrase extraordinaire, je ne la citerai pas exactement, de Jaurès, où il dit, il avait rencontré tous ces gens, y compris Atatürk et d'autres, un peu partout, en faisant des critiques à Atatürk et aux jeunes Turcs. Mais il dit, il y a dans le monde musulman des forces neuves, des forces rationalistes, des forces inventives, des forces démocratiques avec lesquelles nous devrions pactiser, nous entendre, les écouter, nous enrichir, échanger, sinon un jour, l'islam méprisé par nous se retournera terrible contre nous. Jaurès, 1912. Je crois que c'est très important de sentir cette richesse culturelle de la réflexion d'Aragon. Évidemment, il fallait un grand courage pour, à la fin de la guerre d'Algérie,
dans l'état d'esprit où était un grand nombre de Français, y compris dans la classe politique de gauche, pour exalter ainsi la culture algérienne, la culture arabe en général, musulmane en général. Arabe, c'est pas un très bon mot. Parce que par exemple, à Grenade, il y avait des Arabes, mais il y avait beaucoup de Berbères, des Marocains. J'ai cité tout à l'heure les philosophes qui étaient en relation avec le... Il est courageux parce qu'il affronte le racisme, le mépris, l'ignorance. Il l'affronte à la fois très brièvement et très modestement. Quand à Crémieux, il dit « Qu'est-ce que nous savons de tout ça ? Nous avons à apprendre. » Il affronte le dogmatisme religieux. En même temps qu'il exalte l'islam, il y a un combat qui est aussi contre le dogmatisme catholique. Pour tous ces courants progressistes de l'islam. Et puis, il développe une idée que je retrouve pour ma part, j'en ai parlé avec lui, chez le poète Adonis. Mais c'est l'idée du futur. Parce qu'Adonis explique très bien dans son livre théorique admirable sur la poésie arabe pré-islamique que, une fois le Coran instauré et interprété par les dogmatiques, absolutisé en quelque sorte, plus rien ne peut s'inventer. Tout est dit. Il n'y a pas de futur. D'ailleurs, Aragon était tombé fasciné par une réalité que beaucoup d'entre vous connaissent ici, certainement beaucoup mieux que moi, c'est que dans la langue arabe, il n'y a pas ou il y a peu de formes spécifiques pour exprimer le futur. Il disait, mais si, il y a un futur. Il y a un futur et il se construit à partir de l'effort humain. D'ailleurs, il va redire un peu la même chose à partir d'une autre culture, peu d'années après, Hölderlin, l'essentiel, c'est le mouvement. Tout est dans le mouvement, tout est dans le progrès, tout est dans l'effort humain. Voilà des idées qui me viennent en entendant tout ça. Le futur, le mouvement, l'avancée, et puis le refus de transcendance autoritaire. C'est un livre de la grande immanence. Je m'excuse de parler un peu simplement, simplifié, de façon simplifiée. Aragon combat la transcendance d'un Dieu chrétien au-dessus de nous. Il combat la transcendance d'un Allah au-dessus de nous. C'est l'homme lui-même qui est au fond le divin et qui avance et construit son avenir. C'est une pensée profondément humaniste. Voilà l'essentiel des idées qui me sont venues en écoutant cela. Et puis, j'ose à peine le dire, mais cet humanisme qui dit aux êtres humains, votre avenir, il est dans vos mains. Il sera ce que vous le ferez, et nous ne savons pas ce qu'il sera. Car Aragon combat l'utopie. L'utopie consiste à décrire tout ce qui sera dans 500 ans. Et nous sommes nous-mêmes, dit-il, quand il parle de Elsa, il y a ce voyage dans le temps, un peu comme chez James Joyce, qui était une de ses grandes lectures, Ulysses, où il circule entre le passé et le présent. Nous sommes nous-mêmes l'avenir de gens qui n'avaient aucune idée de ce que nous serions. Mais nous, qu'est-ce que nous savons de notre propre avenir ? À nous de le faire. Mais nous allons vers un avenir qui est l'infini. Et je dirais que d'une certaine façon, c'est la défense de l'infini qu'il avait brûlé en partie à Madrid, mais remis sur ses pieds. Vous voyez, pour parler comme Engels et Marx. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Voilà l'essentiel de ce que je ressens là, en ajoutant quand même, parce que je vais toujours vers cet antidogmatisme, qui est peut-être aussi un antidogmatisme dans le domaine du marxisme-léninisme, mais ce n'est pas la question ici. C'est qu'il faut bien lire le dernier vers
du Fou d'Elsa. Alors je vais le chercher pour vous, dans le gros bouquin. Voilà ce que c'est, le Fou d'Elsa. Quand nous avons reçu ça, on peut le tourner, le relire. Il est dit, il y a le vrai Zadjal d'en mourir, qui va terminer, heureux celui qui meurt d'aimer. Parce que c'est aussi, bien sûr, il y a les guerres, il y a les répressions, il y a les lâchetés, il y a les compromissions, il y a les tribunaux populaires. Il y a une scène, c'est M le maudit, où on se déchaîne contre celui, comme disait Guy Béard, grand ami d'Aragon, qui a dit la vérité et qu'il en soit le premier exécuté. Et puis, à la fin, il y a quand même ces vers d'un long poème, Ô impie, ô impie, et qui se termine par « Puis, sans prendre même soin de se vêtir, il écrivit ce verset d'une sourate imaginaire. Voilà une sourate inventée par Aragon. Ô impie, tu ne blasphémeras pas le nom du Seigneur, puisqu'il n'existe point. » C'est le premier verset satanique.